sens plus global pour encadrer son expérience. Alors que les chapitres précédents lui enseignaient des méthodes, des moyens pour mieux vivre, il se verra confronté dans cette dernière partie à la question du but, de la finalité de l'existence, qui ne saurait se déterminer sans une vision globale et métaphysique du monde et de la place qu'il y occupe. Ce livre n'est pas seulement un livre à lire, mais aussi un livre à faire. Des questions précises sur votre vie suivent les thèses présentées dans chaque chapitre. Ne soyez pas passif, mais retroussez vos manches pour interroger votre vécu et y puiser des réponses honnêtes et pertinentes. Des exercices concrets vous inciteront à mettre en œuvre les enseignements du philosophe dans vos vies. De la même façon, efforcez-vous de vous les approprier et de trouver des situations opportunes pour les pratiquer avec sérieux. Êtes-vous prêt pour le voyage ? Il risque de se révéler surprenant, parfois aride, parfois choquant. Êtes-vous prêt à vous sentir déstabilisé, projeté dans une nouvelle manière de penser et donc de vivre ? Ce voyage à travers les idées d'un penseur du XVIIe siècle vous transportera aussi au plus profond de vous-même. Alors, laissez-vous guider au fil des pages, au fil des questions et des idées pour découvrir comment la pensée de Spinoza peut changer votre vie. Partie 1. Les symptômes et le diagnostic. Dans la jungle affective. La réalité humaine est d'abord une réalité affective. C'est à partir de nos émotions, de nos joies et de nos craintes, de nos humeurs et de nos passions que s'assemble notre vie, qu'elle évolue, se construit et se défait. En ce sens, nous avons tort de distinguer notre vie affective du reste de notre vie. Certes, nous pouvons fermer les yeux et nous détourner de nos sentiments puisqu'ils nous semblent peu fiables, fuyants et subjectifs pour nous investir dans des poursuites peut-être plus élevées et plus solides, moins centrées sur nous-mêmes et notre sensibilité. Mais nous oublions alors que tout ce que nous faisons est fait avec des sentiments. Ils nous poussent, nous guident, nous récompensent ou nous punissent, quelle que soit notre entreprise. C'est un affect qui attire un mathématicien dans les méandres du calcul. La curiosité, le plaisir de l'énigme, la fierté de la découverte. Comme c'est un affect qui pousse un médecin à s'investir dans l'humanitaire, la compassion et peut-être le désir de gloire. L'investisseur qui spécule en bourse est poussé par un affect lui aussi. Et le juge, cherchant à prononcer le jugement le plus équitable possible, également. Nous ne pouvons donc pas échapper à notre vie affective. Nous ne pouvons même pas la juger, la comprendre de l'extérieur par une intelligence ou une raison neutre et détachée. Car cette raison et cette intelligence aussi sont des affects. Note, un sentiment ou une émotion dans le langage de Spinoza, c'est-à-dire une modification de notre puissance vitale. Il arrive que nous souffrions de notre vie affective. Il nous arrive d'en avoir tellement souffert que nous voudrions nous en protéger au point de devenir insensibles. Nous aimerions alors ne suivre plus que notre raison et oublier nos émotions. Mais bien heureusement, ce n'est pas possible. Comme l'ont montré des découvertes neurologiques récentes, l'intelligence ne peut fonctionner sans l'émotion. Note. Antonio R. Damasio. L'erreur de Descartes, la raison des émotions. Paris, Odile Jacob, 2008. Certains patients, suite à une tumeur cérébrale, se voient chirurgicalement enlever des parties du lobe préfrontal. Ces personnes gardent toute leur intelligence, mais ne sont plus capables de ressentir la moindre émotion. Deviennent-elles alors des êtres parfaitement rationnels, raisonnables, mesurés, sages, enfin libérés de l'emprise de leurs affects ? Bien au contraire, faute d'émotion, elles s'avèrent incapables de prendre la moindre décision.
Elles perdent le sens des valeurs et toute notion de